Ravi de vous retrouver sur Arte pour un nouveau numéro du Dessous des cartes. On commence avec cette image d'une rencontre en juin 2024 entre Giorgia Meloni, la première ministre italienne issue de l'extrême droite, et le premier ministre albanais, Edi Rama, visitant le futur centre du port de Shengjin en Albanie, un centre chargé de traiter les procédures d'asile de migrants secourus en mer par des navires italiens dans une logique d'externalisation de l'asile afin que l'Italie n'accueille plus sur son sol qu'une immigration choisie. La dirigeante italienne est devenue ces derniers mois le symbole d'une Europe qui veut reprendre le contrôle de ses frontières, une référence pour les dirigeants d'une certaine droite et extrême droite européenne. Problématiques migratoires, inégalité entre le nord et le sud de la botte, démographie vieillissante, on a voulu comprendre ce qui conduisait ce pays du sud européen, l'Italie, à promouvoir un certain type de leader, de Berlusconi à Meloni. Sortons nos cartes. L'Italie est un pays d'Europe du Sud situé au cœur du bassin méditerranéen qui s'étend sur 1360 km. Son territoire comprend trois parties, une partie continentale, rattachée au reste du continent par le massif des Alpes et par les frontières avec la France, la Suisse, l'Autriche et la Slovénie, une péninsule bordée par la mer Adriatique à l'est, la mer Ionienne au sud et la mer Tyrrhénienne et de Ligurie à l'ouest. La péninsule est traversée par les Apennins. Enfin, l'Italie comprend aussi une partie insulaire, constituée des deux plus grandes îles de la Méditerranée, la Sicile et la Sardaigne, et d'autres îles plus petites. En 2023, le pays compte près de 59 millions d'habitants. Près d'un quart de la population est âgée de plus de 65 ans, ce qui en fait le pays le plus vieillissant de l'Union européenne. Rome est la capitale de cette république italienne ou Repubblica Italiana au régime parlementaire bicaméral. La Chambre des députés et le Sénat sont élus au suffrage universel. L'histoire de l'Italie se caractérise tout d'abord par une unité et une république récentes. Voyons comment. Jusqu'en 1859, l'Italie est divisée en 7 États. Et le 17 mars 1861, c'est la proclamation du Royaume d'Italie suite à l'expédition des Mille dirigée par Giuseppe Garibaldi. En 1866, la Vénétie intègre le Royaume d'Italie et en 1870, c'est au tour de Rome de rejoindre l'État italien unifié dont elle deviendra la capitale en 1871. C'est ce qu'on appelle le Risorgimento. L'Italie devient alors une monarchie constitutionnelle. Mais seuls les hommes, détenteurs de titres universitaires ou payant un impôt élevé, font partie du corps électoral. S'installe alors une pratique du pouvoir dominée par des notables et sans alternance politique. Résultat, une série d'émeutes entre 1889 et 1898. Entre 1919 et 1922, une grave crise frappe l'Italie. Benito Mussolini et ses milices, soutenus par les milieux d'affaires et le patronat, matent les soulèvements ouvriers. Le 27 octobre 1922, c'est la marche sur Rome de Mussolini et de ses troupes paramilitaires. Le roi Victor Emmanuel III lui confie les rênes du gouvernement le 31 octobre. En 1925, Mussolini instaure une dictature qui ne prendra fin que le 25 avril 1945. Lors du référendum de juin 1946, 54% des votants optent pour l'instauration d'une république. La période se traduit alors par un dynamisme économique, notamment grâce à la participation de l'Italie à la construction européenne, avec la CECA en 1951, puis la CEE en 1957. Avec la décennie 1970, ce sont les années de plomb. La péninsule est secouée par une spirale de violence. Attentats, enlèvements imputables à l'extrême gauche non parlementaire comme les Brigades rouges, ainsi qu'à des groupes d'extrême droite. Jusqu'au début des années 1990, c'est la démocratie chrétienne qui tient le pouvoir. 1992, c'est l'opération Main propre qui révèle les malversations de la classe politique italienne. C'est alors qu'entre en jeu Silvio Berlusconi, qui entre 1994 et 2011 sera 4 fois président du Conseil avec son parti Forza Italia. En s'alliant avec la Ligue du Nord, il attise les divisions entre le Nord et le Sud. Ce sont là les premiers pas vers la montée des populismes européens, avec des mouvements tels que les Cinque Stelle de Beppe Grillo plutôt au sud et la Lega, anciennement Ligue du Nord de Matteo Salvini, pour aboutir à l'arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni et ses Fratelli d'Italia en 2022.
Conséquence de sa géographie, héritage de son histoire, l'Italie, on l'aura compris, est fracturée. Et même si aujourd'hui on estime que le centre du pays est devenu une zone importante, le clivage nord-sud reste l'une des données majeures de la vie italienne. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. L'Italie du Nord est principalement occupée par la plaine du Pô. C'est là que l'on peut admirer les paysages du lac de Côme, des Cinque Terre et ainsi que Venise. Mais surtout, le Nord est le cœur économique de l'Italie. C'est dans cette région, bien reliée au reste du continent, que s'est développée l'industrie. Ainsi, le Nord-Ouest concentre les principales activités lourdes, ainsi que les sièges d'entreprises, et s'organise autour de Milan, Turin et le port de Gênes. Le Nord-Est, lui, est la région des PME-PMI, avec un tissu urbain de villes moyennes, telles que Vérone, Padoue, Parme et Bologne, et deux grands ports, Venise et Trieste, qui concentrent les activités d'industrie lourde et de construction navale. La région Centre englobe 4 des 20 régions du pays. Le Latium avec Rome, les Marches, l'Ombrie et la Toscane, avec ses incroyables paysages aux collines à perte de vue, ses vignobles et ses cyprès. La région Centre est une région dynamique grâce à des PME familiales et de puissantes coopératives. Le réseau urbain est composé de villes moyennes qui conjuguent patrimoine historique, comme Florence ou Sienne, et zones d'activité industrielle et artisanale, tissus, automobiles, haute couture. Enfin, voyons la région Sud, ou Mezzogiorno en italien, littéralement le Midi. Il correspond aux régions de l'ancien royaume des deux Siciles ainsi que la Sardaigne. Avec la Sicile, ce sont des îles très prisées par les touristes. Le Sud, c'est aussi Naples et Pompéi. Le Sud dépend principalement des secteurs agricoles et touristiques. Les femmes et les jeunes sont les plus durement touchés par la précarité professionnelle. En 2020, le taux de chômage s'élevait à près de 50% chez les moins de 34 ans. L'économie du Mezzogiorno a longtemps été basée sur une agriculture faite de grandes propriétés et la mainmise d'une aristocratie terrienne. Entre les années 1950 et 1990, l'État a voulu développer et financer l'industrie avec la Cassa per il Mezzogiorno. Mais certains ouvrages n'ont jamais été terminés ou d'autres n'ont finalement pas bénéficié au sud. Par exemple, l'usine Fiat à Melfi, une usine de voitures très automatisée, créant peu d'emplois dans le sud et qui bénéficie à la Fiat, une entreprise du Nord. Finalement, entre le début des années 2000 et la période 2017-2019, les investissements publics annuels dans le sud et les îles ont chuté de 50%. Et puis il y a la mafia, qui accentue encore ces difficultés. Cette organisation détourne les fonds d'aide et prospère sur le désengagement de l'État. La mafia dans le sud, c'est la Camorra, Cosa Nostra et la 'Ndrangheta, qui s'étend aussi dans le nord. Enfin, l'Italie a longtemps été un pays d'émigration, mais désormais, c'est devenu un pays d'immigration. Par sa géographie si proche des côtes africaines, le sud est l'une des portes d'entrée migratoires de l'Europe. Le sud de l'Italie est donc le lieu des principaux ports de débarquement, des centres de premiers secours et d'accueil et des hotspots. Cette situation et le refus de certains pays membres de l'UE de suivre les règles de la relocalisation des demandeurs d'asile nourrissent les sentiments anti-migrants et eurosceptiques en Italie. C'est d'ailleurs en promettant un blocus naval en Méditerranée que Giorgia Meloni et son parti d'extrême droite ont remporté les élections en septembre 2022. Selon le Haut Commissariat pour les réfugiés, le nombre de migrants entrant par l'Italie a baissé, passant de 127 000 entre janvier et septembre 2023 à 43 804 sur la même période en 2024. Mais en parallèle, 450 000 titres de séjour sont prévus afin de pallier la pénurie de main-d'œuvre liée au vieillissement de la population italienne. Sur le plan intérieur, Meloni a adopté une politique économique de droite conservatrice. L'une de ces mesures cible les classes populaires avec la suppression en janvier 2024 du revenu de citoyenneté qui a bénéficié à près de 3 millions de personnes en 2023. Meloni a aussi entamé une vague de privatisation en cédant les parts que détenait l'État dans plusieurs entreprises italiennes, Poste Italiane, Ferrovie dello Stato, Eni, sans toutefois parvenir à améliorer la croissance à ce jour.
Enfin, malgré un euroscepticisme affiché durant sa campagne, une fois au pouvoir, Giorgia Meloni s'est attelée à renégocier le plan de relance avec Bruxelles. En effet, l'apport de l'UE au développement italien est colossal et l'Italie est le principal bénéficiaire du plan Next Generation EU avec un prêt de 190 milliards d'euros, dont 39% doivent être alloués à des réformes en lien avec les objectifs climatiques. Voilà pour ce voyage en Italie, la botte et ses fragilités structurelles, lesquelles, on l'aura compris, ont contribué à porter au pouvoir des leaders politiques qui jouent sur la peur du déclassement et de l'immigration. Une rhétorique que l'on retrouve notamment chez Donald Trump, point commun d'ailleurs entre Trump et Meloni, un certain Elon Musk. L'entrepreneur patron de X s'affiche régulièrement aux côtés du milliardaire américain et affiche régulièrement aussi son admiration pour la dirigeante italienne. Pour aller plus loin, cette publication, dirigée par la Fondapol en mars 2019, signée Alberto Toscano, un an de populisme italien. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas arte.tv et nos réseaux sociaux pour retrouver l'ensemble de nos vidéos et notre newsletter. À bientôt.